Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, dur d'être un bébé, chantait le petit Jordi en 1992. Oui, je sais, c'est une référence de Daron. Dur d'être un parent, pourrait chanter aujourd'hui les millions de pères et de mères aux prises avec l'injonction d'être un parent parfait. Alors on respire avec Véronique Massiéjac. Elle publie un livre feel good sur le sujet. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est l'annonce de la création d'un service civique écologique. Elle vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, portrait d'Antoine pioché dans le journal L'Actu. Antoine qui sera le plus jeune porteur de la flamme olympique. Et puis rendez-vous enfin, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira pour notre plateau repas. Notre diététicienne et nutritionniste vous propose un spécial parents pressés. Elle partagera ses trucs et astuces pour mitonner des repas équilibrés en 2 temps, 3 mouvements. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. La plupart des livres sur la parentalité insistent s'il existe des bonnes pratiques documentées par la recherche ou étayées par des spécialistes. Chaque parcours est singulier et il revient aux parents de trouver leur voie. Notre invitée du jour va plus loin. Elle cède une part notable de la parole à des parents, façon très convaincante d'allier le geste à la parole. Véronique Massiéjac, bonjour. Bonjour Emmanuel. Le livre que vous publiez s'intitule « Ça feel good à la maison ». Il vient de sortir chez Erol, sous-titre « Le livre déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents ». Comment vous les avez trouvés, tous ces parents auxquels vous donnez la parole d'ailleurs? Alors ce sont des parents que j'ai eus en atelier de parents, que j'ai eus en conférence et tout simplement des gens qui sur les réseaux sociaux ont répondu à un appel. J'ai un jour demandé, j'ai dit voilà, je fais un nouveau guide pour les parents, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de connaître votre vraie vie plutôt que de la théorie. Et j'ai une centaine de parents qui m'ont dit moi j'ai plein de choses à vous dire et à vous confier. Alors on dit parents, on devrait dire maman quand même. J'ai essayé de trouver les pères, il n'y en a pas des masses. Alors il y en a quelques-uns, oui, en effet. C'est pour ça que j'ai dit parents, mais essentiellement c'est vrai que ce sont surtout des mamans, mais que ce soit en conférence aussi ou en atelier de parents, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, c'est essentiellement des mères qui sont présentes. Et ça renvoie à une réalité que vous rappelez, les chiffres de l'INSEE, sur le fait que ça reste les femmes qui en font quand même beaucoup plus que les hommes à la maison, notamment les trucs désagréables. Voilà, je suis désolée, mais la surcharge mentale, c'est surtout pour les femmes. Alors je ne dis pas que c'est que pour les femmes, mais c'est vrai que ce sont essentiellement les femmes. Et beaucoup de mères se posent davantage de questions que de pères. Donc c'est elles qui vont être à la recherche de guides ou de soutien à l'extérieur. Les mères qui sont également plus sous pression, notamment du regard des autres. Ouais, l'injonction de la mère parfaite. Ouais. Alors j'ai l'impression que je m'interroge beaucoup sur ça puisque je suis moi-même maman de 3 enfants et je pense que les réseaux sociaux, ils sont aussi pour beaucoup. On voit des images de mamans éclatantes qui sont en train de faire du sport, qui s'occupent de leur vie privée, mais qui prennent du temps avec leur mari aussi, qui prennent soin d'elles et elles ont une peau éclatante, elles sont pas fatiguées. Et moi, je suis là chez moi, je me dis, waouh, mais j'arrive à rien, comment elles font. Et en fait, c'est vraiment ça la réalité, vs Instagram ou vs Facebook ou tous les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas vrai. Et on a besoin aujourd'hui d'authenticité. On a besoin aujourd'hui de dire, oui, c'est difficile, oui, je galère, non, tout ne va pas bien, oui, j'ai des cernes apparents, oui, là, j'ai mis un filtre parce que je suis épuisée. Et c'est ça que je voulais dire dans mon livre, il y a la vraie vie. Et donc, on décroche un peu des réseaux sociaux. C'était pas évident pour vous parce que vous confessez qu'être une maman parfaite dans le regard des autres, ça comptait énormément pour vous. Ah oui, c'est très très dur pour moi et c'est vrai que je me confie beaucoup dans ce livre. Je suis d'une nature perfectionniste, donc j'aime que les choses soient parfaites et en étant maman, c'est absolument impossible et c'est très très dur. Et oui, le regard des autres, pour moi, il était vital avant. J'avais besoin que tout le monde, que ce soit mon entourage ou même de parfaits inconnus dans la rue, me disent « Oh, c'est bien ce que vous faites, vraiment continuez ». Et c'est tout simplement impossible. Parce que même si je croyais faire les choses bien, il y a toujours des personnes pour me dire que je suis trop, ou d'autres au contraire pas assez. Donc la perfection n'existe pas et on ne peut pas être parfait aux yeux de tout le monde. Comment vous avez réussi à vous abstraire de cette quête de perfection? Mais c'est un travail pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Je travaille dessus au quotidien. C'est vrai. Non, mais j'ai appris à lâcher prise et j'ai appris aussi à regarder mes enfants, à regarder mes filles. Comment elles sont? Tiens, je constate qu'elles sont empathiques, ouvertes, tolérantes. C'est peut-être pas si mal que ça, ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être pas Si si mal. on reste sur ce regard des autres, il pèse, vous venez de le rappeler, mais il aide aussi. C'est une recommandation qui vient très fréquemment dans tout le livre, c'est de ne jamais hésiter à chercher de l'aide. Oui, ce que je remarque beaucoup dans mes conférences, c'est quand je raconte justement des galères que je rencontre et je vois dans la salle des parents qui font « Oh !» Ouf, vous aussi, vous avez du mal. Mais oui. Et je vois tous les autres parents, les langues commencent à se délier. Ah, mais moi aussi, j'ai rencontré ça. Ah, moi, je connais pas ça comme problème, mais j'ai eu ça.
et entendre tous les autres raconter leurs soucis. Oui, on se sent moins seul et on est déjà rassuré. Il existe aussi un défaut d'information, vous le signalez, pour la petite enfance notamment, des structures dont vous dites qu'elles sont largement sous-utilisées, alors qu'elles pourraient aider considérablement à aborder la parentalité. Oui, je parle notamment dans le livre des PMI ou des protection maternelle infantile. Ou des LEP, des lieux d'accueil enfants-parents. Et c'est vrai que moi, c'est parce que j'ai beaucoup cherché quand je suis devenue mère que j'ai trouvé ces structures. Et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, on me disait « Ah bon, mais on peut y aller, c'est gratuit, je peux emmener mon enfant, je peux avoir ci, je peux avoir ça ». Donc oui, j'en ai parlé parce que ce sont des structures de soutien à la parentalité qui sont, à mon humble avis, sous-utilisées. Ça, Feel Good à la maison, le livre déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais aussi aux parents. C'était d'abord un podcast signé Véronique Massiéjac, enseignante de formation, je crois, puis journaliste, si j'ai bien lu. Et c'est désormais aussi ce livre qui vient de sortir chez Erol. Je le remontre et on la retrouve, Véronique, juste après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Je vous sentais réagir pendant la chronique de Véronique. J'avais un espèce de... Ah oui. Je vous le fais parce que je ne sais pas si vous l'entendiez, vous, à l'antenne, mais c'était assez amusant. Tout va bien sinon, comme avant? Tout va très bien. Ok, super. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. Habituellement, là, c'est vraiment un programme en tant que tel, puisqu'on va parler de cette annonce faite par le Premier ministre fin janvier, la création d'un service civique écologique, nouvelle branche de l'actuel service national universel. Non, du service civique. Donc, le gouvernement lancera un service civique écologique en 2027, ouvert à 50 000 jeunes prêts à s'engager concrètement dans la lutte pour le climat, a indiqué le Premier ministre Gabriel Attal. Et cela rentre effectivement dans le cadre du service civique que nous connaissons et qui existe depuis 2010. Oui, c'est moi qui n'ai rien compris. Petit rappel de ce que c'est. Oui. Allez, on y va. Oui, mais c'est normal qu'on s'embrouille un peu les pinceaux et parce qu'il mélange des mots. Avec vous. Alors, le service civique propose à des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap de s'engager dans une mission d'intérêt général, dans une association, dans une institution publique pendant 6 à 24 mois. Entre 2017 et 2020, environ 80 000 jeunes ont commencé une mission chaque année. Et donc, avec ce service civique écologique, vous l'aurez compris, cette mission sera entièrement consacrée à l'écologie. Et donc, on ne confond pas avec le SNU, le service national universel, qui lui n'existe que depuis 2019. Exactement. Et là, on s'en mêle un peu les pinceaux. Non. Alors ça, c'est pas du tout la même tranche d'âge, ni la même durée. Le SNU, le service national universel, permet aux jeunes âgés de 15 à 17 ans d'effectuer un séjour de cohésion durant 12 jours, suivi d'une mission d'intérêt général qui peut durer de 84 heures à 12 jours, là aussi. Donc, en fait, c'est sur 2 phases seulement. Et en fait, c'est beaucoup plus court que le service civique puisqu'il ne dure que, vous l'aurez compris, au maximum 24 jours. Ces jours de cohésion, ça ressemble à quoi? J'ai envie de dire, j'ai vu des images, on dirait une grande colonie de vacances. Mais en uniforme quand même. En uniforme, et c'est des images qui viennent de la communication, évidemment. Alors, chaque séjour de le lever du drapeau. Autour de 3 thématiques: développement durable, activité physique, sportive et de cohésion, apprentissage de l'autonomie, et de 4 modules obligatoires que sont journée défense mémoire, module sécurité intérieure, module valeurs de la République et prévention et secours civiques de niveau 1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Et ensuite, chacun choisit une thématique qui sera davantage développée, celle-ci, sur 3 jours. Alors, vous avez la défense, la résilience, les sports et les JO, et l'écologie. Et si ça ne dure pas longtemps, ça permet de le faire pendant les vacances, notamment. Oui, un petit changement, je vais y revenir. Et chose importante, tout est gratuit. Ok. Donc ça, c'était pour la phase 1. Et ensuite, séjour de cohésion, phase 2. Phase 2, c'est la mission d'intérêt général qui peut durer de 84 heures à 12 jours, soit en continu, soit de manière perlée tout au long de l'année. Et cela est autour de la santé, de l'environnement. Vous pouvez vous retrouver dans un EHPAD, vous pouvez vous retrouver au Resto du Cœur, vous pouvez vous retrouver à la protection civile. Il y a beaucoup de missions comme ça. Ok, sur la base du volontariat, c'est pas obligatoire. Toujours. Et il y en a des volontaires, puisqu'ils étaient 15 000 en 2021, 32 000 en 2022, près de 40 000 en 2023. Bon, c'est 2 fois moins que le service civique. Qui lui a été créé en 2010. Ces chiffres devraient progresser de partout d'ailleurs. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que côté nouveauté, il y en a aussi du côté du SNU. C'est qu'à partir du mois prochain, en mars, il sera réalisé sur le temps scolaire pour les élèves de seconde issus de lycées toujours volontaires. Autre nouveauté donc annoncée ces jours-ci. Voilà, une mesure parfois un petit peu critiquée, le SNU, on en débat. On l'aime pas, on parle pas tellement, parce qu'on dit que ça n'a pas l'effet escompté. On recherchait une mixité, on remarque que ce sont toujours un peu les mêmes profils, à savoir des enfants de familles de CSP+, des enfants de militaires, de policiers, de gendarmes, pompiers et des jeunes issus de filières générales et technologiques. Et puis le programme aussi était pas mal décrié. Beaucoup volontaires et intervenants se sont plaints sur le programme. Il n'y a pas de cohérence entre les modules et les activités et que le rythme était trop soutenu. Et puis en fait, troisième critique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'horizon pour ces volontaires. Ils ont du mal à trouver des missions
auprès des associations qui sont a priori un peu plus frileuses de recevoir ces jeunes-là. Voilà, bénéfice quand même, qui parlera peut-être aux lycéens, c'est que le SNU, ça fait bien dans Parcoursup. Évidemment. Le service civique, c'est plus tard, ça fait bien aussi, et c'est formidable, on peut même le faire en année de césure, le service civique, et donc le service civique écologique, le petit dernier dont on reparlera peut-être. Mais sûrement, avec plaisir. Voilà, il y a quand même plein de façons de s'engager, ça c'est chouette. Merci beaucoup Cécile, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Véronique Massielac. On vous a parlé la semaine dernière dans l'émission de la tendance Child Free et notre invitée l'a souligné à l'époque, elle demeure très minoritaire. Même chiffre dans le livre de Véronique Massielac. Elle rappelle que près de 90% des femmes affirment un désir de maternité et donc on leur recommande la lecture de Ça Feel Good à la maison. Tout le monde connaît la boutade, vous l'utilisez. Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Vous-même vous racontez que vous avez renoncé à certains principes, c'est-à-dire que vous êtes entré en maternité en disant la tétine, jamais. Ah mais j'avais plein de principes et oui, le premier et que j'ai très vite abandonné, c'est la tétine jamais, parce que j'en avais pas eu et parce que je trouvais que ça faisait moche et que ça servait à rien et qu'on avait du mal à s'en débarrasser. Et puis quand mon aînée est née, elle avait le front plissé, elle avait besoin de sursauter et moi je résistais, non pas tétine, pas tétine. Et puis là il y a la puéricultrice de l'hôpital qui vient me voir et qui me dit mais madame là, votre petite a vraiment ce besoin de succion. Elle a besoin de succion, mais voilà. Proposez-lui une tétine. Et j'avais honte de lui avouer que par principe, je ne voulais pas. Donc j'ai dit à mon mari, va en acheter une à la pharmacie. Ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. La petite était détendue, tout ça. Et du coup, j'ai 3 filles. Les 3 filles ont eu la tétine. Voilà. Et c'est pas grave. On l'a vu dans l'émission aussi aujourd'hui, ce réflexe de succion qui est absolument essentiel chez le tout petit, chez le nourrisson. Donc c'est une raison de ne pas être anti-tétine par principe. C'est ça. Le fait de dormir avec son enfant aussi, jamais. Oh là là, mais jamais. Et alors, je l'avoue, je le confesse, j'avais des parents qui avaient déjà des enfants et qui me racontaient leurs nuits difficiles et qui dormaient avec leur enfant. Et moi, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se trompent. On ne fait pas ça, on laisse l'enfant dans son lit. Ma première, j'ai eu aucun souci. Et puis la deuxième, c'était compliqué. Et puis la troisième, c'était pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un matelas près d'elle, je suis allée dormir près d'elle. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, et ça s'est bien passé. La clé, en fait, c'est ce que vous expliquez dans tout le bouquin, c'est qu'il faut choisir ses combats. Donc il faut peut-être tenir sur certains principes quand ils sont fondés, et puis lâcher sur d'autres parce que c'est pas vivable sinon. C'est ça, c'est pas vivable. Et puis se demander vraiment, se poser des questions. Pourquoi je ne veux pas? Pourquoi je ne veux pas cette tétine? Ou alors pourquoi je ne veux pas que mon enfant dorme avec moi? Vraiment réfléchir au sens qu'on donne. Et si à la fin on dit, je sais pas, c'est juste un principe, peut-être que ça vaut le coup de le mettre à la poubelle, ce principe. Il faut éviter de s'épuiser aussi. Ne pas craquer vous-même. Vous avez failli craquer et vous l'avez découvert, non pas en allant vous voir un psy, mais en emmenant une de vos filles voir un psy. Ah oui, c'est vrai. C'était mon aînée. J'avais des difficultés avec elle parce que c'est ce que j'explique dans le livre. Elle était trop. J'apprendrai plus tard qu'en fait, elle était diagnostiquée à haut potentiel. Et donc, je me suis dit, on va voir un psy. La psy va m'aider. Et puis la psy, finalement, elle a regardé ma fille et elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit... Votre fille va très bien. Vous, ça va? Mais vous, sinon? Et là, j'ai failli fondre en larmes parce que je me rends compte que personne ne m'avait posé cette question et que j'avais tendance à m'oublier en me disant qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être une bonne maman. Et j'étais oubliée quelle femme j'étais. Et le fait que quelqu'un me dise mais et vous, comment ça va vraiment? J'avais besoin de ça. Et ça vous a bien aidé. Dans ce qui épuise les parents, il y a le fait de répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois la même chose. Vous partagez des trucs dans le bouquin. On ne peut pas tous les prendre, mais des trucs que vous avez mis en œuvre. Je trouvais assez marrant, très opérationnel pour le coup. Par exemple, alors il y a des espèces de trucs de bon sens, pour protéger les bibelots. Au lieu de dire ne touche pas. On les met en hauteur. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est tout bête, mais un jeune enfant, évidemment qu'il a envie de partir à la découverte. C'est naturel. Donc on ne va pas passer notre temps à lui dire non, il va être frustré. Les objets auxquels on tient vraiment, on les planque. On les met en hauteur. On les planque. Pour ranger son linge. Pour ranger son linge, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris un bac pour chaque membre de la famille qui est dans la buanderie. Je remplis les bacs. Il faut avoir la place quand même. Alors, il faut avoir, c'est vrai, la buanderie. Après, on n'est pas obligé. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, moi, j'ai acheté des bacs comme toi, mais je les mets sur l'escalier, sur les marches de l'escalier, une marche pour chaque enfant. Et au bout d'un moment, si on veut passer, il faut prendre le bac, il faut le monter. Voilà, pas plus simple que ça. On le range pour se préparer le matin. Alors pour se préparer le matin, ça j'ai toujours mis en place avec mes filles quand elles étaient petites, c'est une routine matinale. Je leur écrivais une petite fiche avec les différents temps de la matinée. Alors ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui ont besoin d'un temps pour jouer, d'autres non. Il y en a qui vont préférer s'habiller avant d'aller petit déjeuner, etc. Et donc chacune de mes filles avait une fiche qui lui correspondait. Si elle ne savait pas lire, c'était des dessins. Et elle cochait, tiens j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'avais pas besoin de répéter, je montrais la fiche le matin. Et puis 1 ou 2
mois après, ça devenait des automatismes. Et vous donnez un conseil plus général pour autonomiser les enfants, qui est plutôt de poser des questions que de donner des ordres. Oui, par exemple, si je vous dis, Emmanuel, sans arrêt, va te brosser les dents, fais tes devoirs, va dans ta chambre, enlève tes pieds du canapé. Emmanuel, au bout d'un moment, vous allez me dire, Vous voulez vraiment qu'on parle, Véronique? Ça va être fatigant. Tandis qu'Emmanuel, si je vous dis, Emmanuel, que te reste-t-il à faire avant d'aller te coucher? On a une partie de PlayStation. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Voilà, ça montre une autre démarche cognitive. Oui, les enfants et on s'approprie les choses. Ouais. On s'approprie les choses. Et ça les autonomise. Il y a plein de conseils comme ça dans sa feel good à la maison. Les conseils de Véronique Massier-Jacques, c'est aux éditions Erol. Les conseils aussi de la centaine. Il y en a une centaine, je crois, de parents que vous avez interrogés. Oui. Beaucoup de mamans, quelques papas. Et on vous retrouve juste après la récré, Cécile Fournier. Cécile, rebonjour. Nous sommes à 162 jours précisément de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Olympiques et Paralympiques d'ailleurs. Et vous nous parlez dans cette récré du plus jeune porteur de flamme olympique de cette Olympiade. Oui, c'est le journal L'Actu, le journal des 13-20 ans qui brosse son portrait. Il s'agit d'Antoine, il n'a que 13 ans et il fait partie des quelques 11 000 personnes qu'on appelle les éclaireurs qui se relayeront à partir du 8 mai pour porter la flamme olympique. Et lui, il la portera le 8 mai pendant 8 minutes à Saint-Raphaël. C'est un grand rêve pour lui de porter la flamme. Oui, parce qu'en fait, l'adolescent pratique le rugby depuis l'âge de 7 ans. Alors pourquoi handi? Parce qu'il est atteint du syndrome de Little qui se caractérise par une paralysie partielle des jambes et qui l'oblige à se déplacer en fauteuil. Il va aussi suivre les compétitions d'ailleurs, parce que je crois qu'en rugby fauteuil, la France, on est pas mal, non? On est très bien, ouais. Et il y a des chances de médailles, parce qu'elle a été sacrée championne d'Europe l'année dernière, elle est arrivée 3e aux Paralympiques de Tokyo. Pour info, le tournoi de rugby fauteuil débutera le 29 août au Grand Palais éphémère. Voilà. Parmi les 11 000 éclaireuses et éclaireurs, il y a donc notre jeune Antoine, on le disait, mais il y a plein de personnes qui ont de très belles histoires. Mais oui, comme Benjamin, un musicien paraplégique de 43 ans qui a traversé la France à vélo, Ranitea, étudiante polynésienne de 19 ans, investie pour le développement de la pratique sportive féminine, ou encore Marc, qui est sportif aguerri, amateur de défis extrêmes à 70 ans quand même. D'accord, ils vont porter la flamme. Elle pèse combien la flamme? 1,5 kg. Ah, il faut, c'est pas mal. Il y en a 2000 qui sont en circulation. Elle a été créée par Guy de Graine. Et elle est tout en acier pour l'info. D'accord, flamme qui évidemment est allumée en Grèce à Olympie, là où sont nés les Jeux Olympiques modernes. Et ensuite, elle part à bord du Belém, majestueux 3 mâts, qui traversera la Méditerranée direction Marseille. Elle va passer par un maximum de régions françaises, en tout 64 territoires, dont évidemment les DOM-TOM, 68 villes étapes et plus de 400 villes traversées, tout ça en 68 jours. Extraordinaire, on rappelait les origines antiques de cette flamme, elle signifie quoi? Alors dans l'Antiquité, les Grecs avaient l'habitude de faire brûler un feu en continu devant les temples. Le feu était considéré comme un élément d'origine divine pour eux. Donc tout naturellement, c'est le cas devant le sanctuaire d'Olympie, là où se déroulaient les Jeux Olympiques. Et cette flamme avait la particularité d'avoir été allumée grâce aux rayons du soleil. C'est encore le cas aujourd'hui, il faut le savoir. Et ensuite, les messagers étaient dispersés dans le pays entier, dans le monde entier, avec cette flamme pour aller prévenir de la conduite prochaine de ces Jeux. Génial, merci beaucoup Cécile. Donc si le 8 mai, on est du côté de Saint-Raphaël, on peut aller encourager ce jeune Raphaël. Antoine, pardon. Saint-Raphaël, Antoine, non pas Saint-Antoine et Raphaël. Tout à fait. C'est pas grave. Et tous les autres, et toutes les autres. Merci beaucoup, Cécile. Grand oral. Être parent, c'est finalement passer son temps à se questionner. Une inquiétude en remplacera toujours une autre, écrit Véronique Massier-Jacques dans sa feel good à la maison. Vous aurez compris qu'elle se méfie des solutions clés en main, mais il y a tout de même quelques grands principes dans le livre. Parmi les clés, les grands principes que vous donnez, il y a quand même l'exemplarité. Si vous dites faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ce qui est ma devise préférée, ça ne marche pas. Mais si j'avais vraiment un conseil éducatif à donner, je crois que ce serait celui-là. Les enfants apprennent essentiellement en observant les adultes qui les entourent. Donc plutôt que de dire à votre enfant sois poli, sois persévérant un peu, la meilleure façon c'est d'incarner ces valeurs. Donc quand nous-mêmes nous sommes persévérants, quand nous-mêmes nous sommes polis, quand nous-mêmes nous sommes altruistes, eh bien oui, nos enfants nous observent et apprennent à le devenir. Ça c'est vraiment l'information clé. Et un jour il y a une maman qui m'a dit mais en fait tu me mets de la pression à me dire ça parce que je dois être parfaite. Et je lui dis mais non justement. Non, justement, tu n'es pas parfaite et tu dois le dire à ton enfant. Et tu dois justement, quand tu es fatiguée ou quand tu as crié que tu n'aurais pas dû, que tu le regrettes, le dire. Eh ben oui, et je m'excuse. Mais ça, c'est un très bon exemple. Montrer qu'on est faillible, montrer qu'on se trompe, mais qu'on se remet en question et qu'on est capable de s'excuser auprès de l'autre. Et ça fonctionne. Waouh! Dans vos découvertes, parce que vous êtes mis à faire des recherches quand vous êtes devenu mère, l'écoute empathique. Oui. Qu'est-ce qui distingue l'écoute empathique
de j'écoute? Là, par exemple, nous ne sommes pas en écoute empathique. On a un échange. Vous me posez des questions, je réponds, vous rebondissez. L'écoute empathique, c'est vraiment, vous avez un problème, vous avez un fardeau à déposer, et vous parlez, et je vous écoute en essayant de minimiser vraiment mes propos. C'est-à-dire juste, allez-y. Je vais hocher la tête, je vais peut-être reformuler certains de vos propos. Je ne vais pas donner mon avis, je ne vais pas juger. C'est un peu comme les psys quand même, on n'est pas loin de la neutralité bienveillante. On n'est pas loin, mais l'idée, c'est que vous puissiez déposer jusqu'au bout ce que vous avez à dire et que vous puissiez avoir cherché en vous les ressources nécessaires pour trouver votre propre solution. En tant que parent, quand un enfant a un problème, très vite on a envie de trouver la solution parce qu'on a envie qu'il arrête de pleurer ou tout ça et on est paniqué. Mais en fait là, on ne l'aide pas vraiment. Il faudrait vraiment, vas-y, je t'écoute jusqu'au bout et lui, il est assez fort pour trouver la solution. Dans tout le livre, vous êtes clairement du côté de l'éducation dite positive, mais on ne tombe pas dans l'excès non plus. Vous dites quand on dit non, on explique. Voilà. C'est l'éducation positive. On ne va pas en faire un roman non plus. Non, c'est ça. Je parle notamment, parce qu'on ne va pas passer sa vie à expliquer « Alors, je te dis non parce que machin ». Non, c'est bon. Il y a certaines notions, comme par exemple la sécurité. On ne va pas discuter 3 heures. Dans la voiture, on met sa ceinture pour être protégé en cas d'accident. Alors, je ne pensais pas à cet exemple-là. C'est comme ça. Dites-moi un autre exemple. Non, je ne sais pas, des choses plus... par exemple, je ne veux pas que tu touches à cet objet. J'y tiens beaucoup, c'est le main. Il y a des choses, c'est pas la peine d'en faire une dissertation, quoi. Et puis il y a aussi autre chose que je dis dans le livre, c'est parfois on dit non parce que, je sais pas, non, tu prends pas de chocolat maintenant parce que j'ai pas envie. Et puis des fois l'enfant insiste, et on est fatigué. Alors on finit par dire, oui, prends-le, ce chocolat, tu me gonfles. C'est pas grave. C'est bon, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de céder. Et de manger du chocolat quand on est enfant, ça c'est chouette. Voilà. Pour la gestion des émotions, vous recommandez la CNV, la communication non violente, pareil que vous avez découverte au fil de vos recherches, que vous êtes approprié. Exactement. Alors la communication non violente, processus de communication mis en place par Marshall Rosenberg dans les années 70, la première des choses, c'est de dire factuellement ce qu'on observe. Donc on imagine une dispute entre 2 enfants. Tiens, je vois 2 enfants qui veulent jouer avec le même jouet. C'est factuel, je dis juste ce que je vois. Ensuite, on exprime un sentiment. Je me sens contrariée. Voilà, c'est nous, qu'est-ce qu'on ressent? Ensuite, on va dire notre besoin. J'aurais besoin de calme, j'aurais besoin de me sentir en sécurité. Et on va proposer des solutions. Est-ce que vous pourriez trouver une solution à 2? Est-ce qu'on peut peut-être partager ce camion? Voilà, etc. Vous proposez plusieurs solutions. Et les protagonistes choisissent. Et on coupe le camion en 2. Non, je plaisante. Autre conseil qui est d'ailleurs dans le sous-titre, le livre déculpabilisant qui veut du bien aux enfants, mais surtout aux parents. Vous dites aussi qu'il faut prendre soin à la fois de soi, mais aussi de son couple. Parce que le couple, il morphe parfois quand les enfants arrivent. Bien sûr, au départ, on était 2, et puis après, on est peut-être 3 à 4. Il faut que chacun trouve sa place. À chaque fois, c'est un jeu des chaises musicales. Oui, c'est très important. Alors, prendre soin de soi, c'est chaque parent déjà doit prendre soin de soi individuellement, parce qu'on fait mieux quand on se sent mieux. Ça, c'est une évidence. Moi, si je suis fatiguée, j'ai mal dormi, j'ai une journée compliquée au travail, je rentre, je vois mes enfants qui crient et tout ça, est-ce que je peux faire une écoute empathique? Est-ce que je peux trouver les bonnes solutions? Non, mais je vous suggère la communication non violente. Ça marche très bien, j'ai lu un bouquin là-dessus il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux faire la communication non violente? Non. Moins facilement. Là, c'est pas possible. Donc, on prend soin de soi. Et de son couple. Et de son couple. Donc, on s'octroie des moments à 2. C'est ce que j'appelle l'égoïsme bienveillant. Un petit dernier pour la route, dans les conseils, riez. Oh oui. Moi, je trouve que je ris pas assez. C'est ce que je dis dans le livre. Je suis devenue beaucoup moins drôle depuis que je suis devenue maman. Donc, il faut remédier à ça. Donc, peut-être on va aller rire un peu tous les 2 après. C'est tellement important. Ça fait tellement du bien. Et c'est un très bon exemple pour les enfants. Et c'est très bon pour la santé, par ailleurs. OK. Je ne vous ai pas interrogé sur les questions d'alimentation, parce qu'on a une spécialiste ici qui est Sandra, enfin une spécialiste de diététique et nutrition, de parentalité, c'est vous. Donc, si vous voulez bien vous rester, ça vous arrive d'être hyper débordé et de vous dire il faut absolument que je lui fasse un petit truc un peu sain? Évidemment. Et on a une solution pour vous, voyez. Je ne sais pas pour l'humour si on va réussir à vous faire rire, mais pour ça, on va trouver une solution. Et c'est Sandra. Merci beaucoup, Cécile. Plateau repas. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, nutritionniste et diététicienne. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je présente Véronique. Enchantée. Maman professionnelle, autrice de Sa Feel Good à la maison. Vous arrive-t-il, Véronique, d'être pressée, débordée, surchargée? Évidemment. Et vous n'avez pas le temps de préparer un repas sain, équilibré à vos enfants? Mais tout le temps. Et ça vous ennuie?
Ah bah oui, ça m'ennuie. Je me Alors sens regardez, coupable. une espèce de baguette magique. Sandra. Voilà, je suis apparue. C'est Comment on parfait. fait Hein. Ah, comment on fait? Alors déjà, c'est possible, mais ça demande un peu d'organisation. Ouais. Je ne vais pas vous dire que c'est simple, il faut de l'organisation, des idées, et après, ça roule tout seul. Mon premier conseil, c'est anticiper. C'est la seule manière pour ne pas se laisser déborder. Il ne faut pas que ça devienne un casse-tête. On arrive le soir du travail, on n'a rien dans le réfrigérateur. C'est sûr que si on ne s'organise pas, c'est un peu raté. Et déjà qu'on n'arrive pas à faire des coupes empathiques à ce moment-là, on est mal barré. Bon, il faut des recettes faciles. On ne va pas commencer à se lancer dans un bœuf bourguignon le soir en rentrant à 20h, ça c'est certain. Mais on peut facilement la veille préparer un grand gratin, des lasagnes, un gratin de légumes, des quiches. Et Préparer la veille, c'est quoi? C'est le batch cooking? bah, ça ressemble au batch cooking. Ouais. Effectivement, c'est le principe. Le batch cooking, c'est cuisine en lot, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on cuisine normalement tout le week-end, plein de plats toute la semaine. Bon, là, c'est plutôt un mini batch cooking. Vous faites des petites choses en avance. Vous pouvez déjà couper les légumes la veille pour le lendemain. Alors oui, ça perd un peu de vitamines, mais c'est pas grave. Ça permet au moins de manger des légumes. Un peu de jus de citron dessus, ça garde les... Avec du jus de citron, Emmanuel, effectivement, ça permet de laisser la vitamine C à l'intérieur. Mine de rien, je suis vos conseils. Je vois et je suis ravie. J'ai au moins un fan. Cuire des féculents la veille, les assaisonnements pour la vinaigrette, les avoir déjà faits en bouteille, on économise 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et c'est déjà ça de gagner. En revanche, et vous connaissez ma manière de penser, si vous vous laissez tenter par la petite pizzeria qui se trouve à côté et que vous voulez faire une petite commande de temps en temps, ce n'est pas grave. Sur quoi vous serez tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà, moi personnellement, je suis absolument d'accord, tous les jours d'ailleurs. Quand notre enfant n'a pas la cantine et qu'on doit préparer son repas pour chaque déjeuner, là aussi c'est quand même ouf. Alors c'est plutôt rare, mais c'est vrai que ça arrive, des cantines, des petites communes, petites communes où il n'y a pas de cantine. Et là, le conseil, c'est de doubler les quantités la veille, tout simplement. Et comme ça, le lendemain, on mangera la même chose, c'est pas grave, on réchauffe, on met dans une boîte hermétique et l'enfant il a quelque chose d'équilibré, c'est pratique, c'est rapide. S'il a tendance à manger froid pour X ou Y raison, niveau santé, remplacer le pain blanc par du pain complet, ça je le dis très souvent dans les chroniques. Et après, en 1 minute top chrono, vous coupez un concombre le matin, mais vraiment tout inclus, lavage du matériel, 1 minute pour couper un concombre. Si c'est pas la saison des concombres, un bocal de cornichons, on met quelques cornichons en plus. Après du jambon, etc. Un morceau de fromage, c'est très rapide. Là, vraiment, il n'y a aucun souci. Ok, petit-déj. Petit déjeuner pour pas se laisser déborder le matin et surtout à moitié endormi, vous le préparez la veille. Alors ce qui ne se met pas, ce qui se garde au frais, vous laissez au frais. Préparez la table, la veille, une belle table, c'est sympa, on arrive le matin, on a envie de petit déjeuner. Si vous êtes tenté par les biscuits industriels, ah oui, faites des petits biscuits maison, je vous assure, le week-end, une fournée de cookies ou de petits sablés, ça se garde très bien une semaine dans une boîte hermétique et les enfants adorent. On peut les faire avec les enfants en plus. On peut les faire avec les enfants, on peut les garder longtemps, on peut y mettre moins de sucre, on n'est pas obligé on sait ce qu'on met dedans, non ? On sait ce qu'on met dedans et c'est vraiment super sympa, il n'y en a pas pareil que tous les copains, vraiment, voilà. Et ah oui, les mug cakes, j'étais en train de chercher le nom. Est-ce que ça vous parle ? Ça me dit... Non, cupcake, oui, mais mug cake. Dans un mug. C'est dans un mug, dans une tasse. Vous pouvez préparer en 2 minutes top chrono un petit gâteau le matin, comme ça, rapidement. Je vous donne la recette de ce que moi j'utilise parfois. 40 g de pépites de chocolat, 35 g de farine, un œuf, une cuillère à soupe de lait, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de fromage blanc. Vous mélangez tout ça comme ça, vite fait comme ça dans la tasse, au micro-ondes en 2 minutes et ça a fait un gâteau. C'est qui génial, est tout chaud. un petit déjeuner salé. En salé, on peut faire comme un appareil. Je suis pas sûre qu'on ait la vidéo. Ah bon, d'accord, on l'a pas. Un appareil à quiche en fait. Mais vous allez trouver facilement parce qu'il y a plein de recettes sur Internet. C'est facile à retrouver, ouais. mais en gros, vous mélangez du lait, du jambon, un œuf, un peu de fromage, un peu de ciboulette. Vous mélangez tout ça, 2 minutes au micro-ondes et le tour est joué. Et on est en version salée et ça tient un peu plus en fait chez l'enfant de manger salé. Mais je vais essayer pour moi. Alors, écrivez n'importe quoi sur Internet. Mug cake, vous trouverez. Non, mais le mug cake salé, Emmanuel, ça il me dit bien pour nous. Ah, c'est sympa. Et ça tient au corps. Et on est dans quelque chose de très sain. On parle d'œuf, de lait. Donc c'est possible. Je vais vous laisser, vous m'avez l'air toutes les deux dans cet échange. Voyez, moi je vais appeler le livreur. Allô, pizza. Pardon. Ah oui, vous avez retenu que ça de ma chronique, Emmanuel. Non, j'ai pas merci. retenu que ça, c'est formidable. De temps en temps. Je retiens
Emmanuel et les deux mamans. Il est fichu. Non, je retiens quand même anticipation, organisation. C'est le maître mot. Et je me permets de rajouter, mais vous le faites souvent, implication des enfants. Et puis si c'est rigolo, la présentation, tout ça aide énormément. Ça, c'est génial. Bon, ça va, ça vous donne plein d'idées quand même. Vous repartez pas les mains vides. Il y a des idées que j'utilise avec mes enfants, mais je retiens la dernière idée. Allez, mug cake. Sandra, merci beaucoup. Véronique, merci beaucoup. Ça file good à la maison, c'est chez Erol et je vous en conseille la lecture. Vous l'aurez compris. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV, sauf si c'est pour aller faire un mug cake. Et vous pouvez faire les deux en même temps d'ailleurs. Oui. Allez. Et sinon, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.